Bonjour, je suis Isabelle Stevens de la Banque Triodos. J'ai le plaisir d'accueillir François Collin et Quentin Lancrenon de Education for Climate et vous tous et toutes qui participez à cette session en ligne. Bienvenue. Avant de commencer, quelques informations pratiques. François et Quentin vont prendre la parole pendant une vingtaine de minutes pour leur présentation. Puis ensuite, nous prendrons le temps de répondre à quelques questions que vous pouvez nous poser dans le chat. Je les transmettrai oralement à François et Quentin. Si par contre vous avez une question technique, vous pouvez aussi la poser dans le chat et mon collègue Damien Erambeau, qui suit la session avec nous, se fera un plaisir d'y répondre. Nous avons 30 minutes au total, donc nous allons commencer sans tarder. François et Quentin, vous êtes les porteurs du projet Education for Climate. Le but d'Education for Climate est d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population ainsi que les acteurs socio-économiques et politiques basés en Belgique sur les enjeux climatiques. Vous avez donc créé un site qui recense les programmes dans les universités belges qui répondent à ces objectifs. Évidemment, pour ce faire, vous avez dû examiner et comprendre ces programmes et nous sommes curieux de découvrir ce site. Vous avez aussi, grâce à ce travail, développé une vision coupole de l'éducation universitaire en Belgique par rapport aux grands défis sociétaux et vous êtes occupé à rédiger un rapport à ce sujet. Nous sommes curieux d'en savoir plus. Je vous cède la parole. Merci beaucoup Isabelle et bonjour à tout le monde. On est très, très content d'être là parmi vous aujourd'hui sur cette belle journée liée à la biodiversité. Est-ce que tout le monde voit notre écran? A priori, ça doit être bon. Génial. Eh bien, ouais, il faut que tu restes en présentation, François. Génial, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, Quentin, moi-même et mon collègue François, on fait tous les deux partie de l'association des Shifters et notamment de la branche locale en Belgique de cette association. Et on va vous présenter le projet qui a pour but de travailler sur la formation liée à la durabilité environnementale et climatique dans les universités et les hautes écoles belges, et notamment sur le programme 2021-2022. Moi, je suis donc Quentin, président de cette association et membre coordinateur du comité d'administration. Peut-être juste avant de démarrer, je laisserai la parole à François, puisque donc, il est le chef du projet sur ce projet et il avance plutôt bien avec toute l'équipe et il va vous présenter ça avec beaucoup de passion comme il sait le faire. Un petit point sur nos associations. Les Shifters, c'est en fait une ASBL qui soutient le Shift Project. Le Shift Project, c'est un think tank, donc un institut de pensée français et européen qui œuvre en faveur d'une économie libérée de la contrainte carbone. Ils sont très, très actifs en France, de plus en plus en Europe, et ils travaillent sur l'accélération de la prise en compte des enjeux énergie-climat, notamment dans la loi. Nous, notre association, on soutient cet institut de pensée dans ses travaux. En Belgique, on est à peu près 200 membres et notre rôle est vraiment de sensibiliser, de plaidoyer pour l'accélération de la prise en compte des enjeux énergie-climat. Et ce projet, il est également porté par deux autres partenaires qui nous aident avec un rôle de mentor sur ce projet et de portage une fois qu'on aura fini les résultats et on va vous les présenter. C'est notamment TheShift.be que je pense vous connaissez tous, qui a pour but de pousser l'agenda des ODJ, les objectifs de développement durable dans les entreprises en Belgique, et la SDSN, la branche belge de la SDSN, Sustainable Development Sustainable Network. C'est un réseau pour la prise en compte des enjeux d'éducation et de la durabilité à long terme. Donc voilà, ça c'est les partenaires du projet. Et là, tout de suite, je vais te passer la parole, François, et je vais te laisser embrayer sur le contenu du projet. Merci à tous. Merci Quentin. Est-ce que tout le monde m'entend? On t'entend correctement, oui. Ouais. C'est parfait. Très bien, je vais vous parler peut-être d'abord des objectifs du projet pour bien les comprendre, peut-être un petit pas en arrière. Notre projet a commencé en 2019 et cela ne doit rien au hasard. L'année 2019 a été une année particulière parce que d'une part, on a eu des jeunes qui manifestent massivement en faveur du climat et de l'environnement.
Et en réponse à cette interpellation, d'ailleurs, un panel climat, si vous vous souvenez, a été constitué, qui remet un rapport dont on retiendra, je cite, que un changement systémique est nécessaire et urgent si l'on veut s'attaquer efficacement au changement climatique et à la crise des écosystèmes. Par un étonnant parallèle, la même année, la Commission de l'Union européenne annonce un Green New Deal qui a tout récemment fixé un objectif ambitieux de réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, un premier pas pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et assez récemment, dans une interview au journal Le Soir, Frans Timmermans, donc le monsieur Green New Deal, parle, lui, non d'un changement, mais carrément d'une révolution industrielle, certes, qui va donc bouleverser notre monde. Alors, les mots, vous en conviendrez, sont assez forts de part et d'autre. La même année, en 2019 toujours, nos collègues et amis du Shift Project publient un rapport sur l'enseignement des enjeux climatiques dans les établissements de l'enseignement supérieur en France. Et de cet état des lieux, il ressort que seuls 11% des formations abordent ces enjeux dans des cours obligatoires, avec des disparités importantes selon les établissements et les filières. Alors donc face à cette actualité bouillonnante de 2019, et je ne mentionne même pas l'arrivée du Covid, je ne vous surprendrai pas si je vous dis que nous avons voulu comprendre comment les universités belges préparaient les étudiants à ces enjeux, quels étaient les cours et les formations qui étaient proposés, convaincus que nous sommes que l'éducation aux enjeux climatiques et environnementaux est essentielle pour garantir à la fois la meilleure transition possible, mais aussi pour offrir aux jeunes la connaissance et les compétences dont ils auront besoin. Bref, pour au choix opérer ce changement systémique ou cette révolution qui va tout bouleverser. Alors, tout d'abord, pour nous aider à comprendre et à cartographier comment les universités enseignent les enjeux liés à la biodiversité, au climat, à l'environnement, nous avons élaboré un algorithme qui est capable d'identifier les cours et les formations qui abordent les enjeux climatiques et environnementaux dans les universités belges. Et les hautes écoles belges seront couvertes dans un deuxième temps. En plus, l'algorithme est aussi capable d'identifier les professeurs qui enseignent ces enjeux. Alors cet algorithme, il nous a été utile pour deux choses. Premièrement, il nous a permis de réaliser donc une cartographie, un état des lieux de l'enseignement que je vous présenterai dans un instant. Et deuxièmement, cet algorithme nous a permis de construire, en fait, sur cet algorithme, nous avons construit un site web que je vais vous présenter un peu plus tard dans cette présentation. Alors pour le moment, nous sommes en train de préparer un rapport donc, qui contiendra des analyses chiffrées sur l'état de l'enseignement de ces enjeux en 2021-2022, ainsi que des recommandations pour promouvoir, pousser l'enseignement des enjeux climatiques et environnementaux. Alors, passons maintenant aux résultats. J'attire votre attention sur le fait qu'il s'agit encore des résultats préliminaires. Les résultats définitifs seront publiés dans notre rapport. Alors, tout d'abord, en fait, pendant qu'une partie de l'équipe travaillait sur l'algorithme, une autre partie de l'équipe a effectué une enquête en ligne, Covid oblige, auprès d'un panel de plus de 600 étudiants d'universités belges des deux côtés de la frontière linguistique pour mieux comprendre leurs perceptions et leurs attentes sur les enjeux climatiques. Je vous présente ici quelques extraits seulement. Les résultats complets, vous pourrez les trouver dans l'enquête complète lorsqu'elle sera, enfin dans le rapport lorsqu'il sera publié. Alors, il ressort ici de manière absolument frappante que les étudiants qui ont répondu à notre enquête, pour eux, que les individus ne sont pas suffisamment formés à ces questions. Voilà, la question ici était posée, pensez-vous que les individus sont suffisamment formés à ces questions? Un score de 1 veut dire je ne suis pas du tout d'accord avec cette proposition, et 5, je suis tout à fait d'accord. La deuxième observation, le deuxième message important, c'est que ça vous surprendra peut-être pas trop, mais c'est que le changement climatique est une préoccupation majeure. Ce qui est frappant, c'est vraiment le score des réponses. Donc vraiment, c'est une question très préoccupante pour les jeunes étudiants. Ensuite, 87% de ceux qui ont répondu à notre enquête estiment que ces enjeux doivent être enseignés à l'université, et une majorité répond que c'est pour eux un critère qui pourrait être déterminant dans le choix de leur université. Donc très clairement, on peut dire qu'on a une attente très forte de la part des étudiants sur ces sujets. Et face à cette attente,
examinons maintenant ce que les universités ont à offrir. Alors, tout d'abord, permettez-moi de faire une petite explication rapide sur l'algorithme Education for Climate, mais je vous rassure, rien de technique. Alors, vous savez peut-être que les universités publient sur leur site web une page pour chaque cours qui est dispensé. Et sur cette page, vous trouvez plein d'informations utiles, comme le titre, le résumé du cours, le nom du professeur et plein d'autres choses. Alors, notre algorithme va visiter une à une chacune de ces pages, et il en existe en fait 50 000 pour les 11 universités belges, analyser le contenu, en particulier surtout le titre et le résumé du cours, pour déterminer si oui ou non, soit la biodiversité, soit le climat, soit on va dire, les ressources naturelles sont abordées par le cours. Si c'est le cas, le cours est alors référencé sur notre site web Education for Climate. Et de la même manière, en fait, l'algorithme est aussi capable d'identifier les formations qui abordent ces enjeux. Alors, examinons maintenant les résultats pour les cours, pour commencer. Donc, à la rentrée académique, donc, qui va commencer, je pense, la semaine prochaine, eh bien, il y aura près de 50 000 cours qui seront proposés aux étudiants dans les universités belges. Ce que nous avons observé, c'est que 3% de ces cours traitent des questions environnementales et climatiques. Alors, au cours de notre analyse, on s'est aussi rendu compte que, en fait, au sein de ce groupe, il y a des cours qui sont clairement dédiés à ces questions. C'est-à-dire que l'essentiel du cours est consacré à ces enjeux. Ces cours donc, que nous appelons dédiés représentent un peu moins 1% du total des cours. Ainsi, aujourd'hui, donc sur les 50 000 cours qui seront dispensés à partir de la semaine prochaine en Belgique, on a environ 1200 cours qui abordent les questions climat-environnement, auxquels il faut ajouter encore environ 450 cours qui sont vraiment dédiés à ces questions. Alors, comme vous le savez, bon, ces 50 000 cours sont répartis dans des formations diverses et variées. Il y a les baccalauréats, il y a les masters, et puis il y a tout un panel d'autres formations très diverses, des formations doctorales, des agrégations, des certificats, etc. Alors, au total, on compte en Belgique grosso modo 4 000 formations, 2 000 masters, 600 baccalauréats et 1 400 de ces autres formations. Alors, pour ne pas être trop long, je vous invite à nous focaliser sur les masters. Donc, on a observé que seuls 38% des masters, c'est le carré ici, seuls 38% des masters comportaient au moins un cours qui traite des enjeux climat-environnement. 16% en comportent 3 et moins de 10%, 9 je pense, en comportaient 5. Ces chiffres sont à peu près identiques pour le baccalauréat. Par contre, pour la catégorie autres formations, ils sont nettement inférieurs. Alors, que retenir de tout ceci? Bon. Si l'on considère que 3 cours, c'est un minimum, alors à ce moment-là, seul un master ou un baccalauréat sur 6 aborde des enjeux climatiques, de préservation de la biodiversité ou des ressources naturelles. Voyons maintenant dans quelle faculté ou selon quelle discipline ces formations se répartissent. Alors, comme vous pouvez le voir, en fait, bon, il y a beaucoup d'informations sur cette figure, mais en gros, on retrouve l'essentiel, en fait 60% des formations, dans les facultés des sciences ou sciences appliquées. On retrouve ensuite les sciences économiques, qui totalisent à peu près 15% des formations, ainsi que les sciences humaines. Bon, évidemment, les sciences humaines, c'est un panel assez large, hein, ça va du droit à la philosophie. Et puis, la marche est fermée avec les sciences médicales qui couvrent à peu près 5% seulement de l'offre de formation. Alors, comment expliquer la part des disciplines scientifiques? Alors, peut-être qu'il y a un aspect historique. Ce sont d'abord les disciplines scientifiques qui ont étudié le climat, les ressources naturelles, la biodiversité. Ce sont les sciences appliquées, et j'inclus là-dedans l'agronomie et l'architecture, qui travaillent peut-être sur les solutions, hein, les énergies renouvelables, l'isolation des bâtiments, la gestion de l'eau, l'agriculture, l'agroforesterie, etc. Mais de notre point de vue, que nous n'avons pas le temps de développer ici en profondeur, mais toutes les facultés, bien sûr, et toutes les disciplines sont ou devraient se sentir concernées et aborder ces enjeux dans leur formation. Et c'est bien évidemment sans doute dans ce sens-là qu'il faut comprendre aussi l'invitation au changement systémique proposé par le panel climat, ou le sens du terme de la révolution qui va bouleverser notre monde de Frans Timmermans, évoqué au début de notre
notre présentation. Alors, je vais vous faire une petite visite rapide du site internet Education for Climate. Donc, comme je l'ai dit, en fait, c'est un site qui est en fait le produit de l'algorithme que nous avons construit. Donc, il recense les cours, les formations qui abordent la durabilité environnementale et climatique, ainsi que les noms des professeurs qui enseignent ces questions. Le site est navigable en français, en néerlandais, en anglais. Il inclut aujourd'hui les 11 universités belges et nous travaillons à inclure les hautes écoles pour début 2022. Alors, à quoi peut bien servir ce site? Eh bien, nous pensons qu'il va permettre aux étudiants ou aux futurs étudiants d'identifier les cours, les formations ou les universités qui répondent le mieux à leurs aspirations de formation aux enjeux environnementaux. Il leur permettra également de rentrer facilement en contact avec des professeurs qui ont une expertise sur ces questions. Enfin, il y a les responsables de formation, les doyens, qui trouveront également un outil performant d'aide à la gestion de leur programme et qui leur permettra aussi de faire un suivi, puisque année après année, on entend bien mettre à jour et suivre l'évolution de l'offre. Et puis les professeurs, notamment les professeurs qui souhaitent éventuellement se lancer dans l'enseignement de ces questions, de ces enjeux, mais qui peut-être se sentent un petit peu inexpérimentés. Ils pourront facilement identifier leurs pairs dans leur discipline qui ont déjà acquis une expertise en la matière. Donc je l'ai dit, le site est actuellement en version bêta. La version finale sera mise en ligne prochainement, disons pour début octobre ou plus tard, avec une version améliorée de l'algorithme ainsi que de nouvelles fonctionnalités. Et je vais très rapidement quitter la présentation pour... Ouais. Pour l'instant, on voit très bien, François, donc c'est super. Ok, alors oui, je pense que vous devez voir Ouais, aussi, ça voilà. ce n'est pas utile pour vous, je pense. Très bien, je vais vous laisser ça ici. Voilà, donc voilà le site. Donc il est assez simple, hein. Vous avez donc 3 fonctionnalités principales. Trouver une formation, trouver un cours, trouver un professeur. Alors si vous cliquez sur trouver une formation, voilà, vous allez voir donc en fait, ici c'est la totalité des formations qui sont proposées. Vous avez des filtres par université, par thématique, par faculté. Bon, ça c'est la version bêta, les choses seront un petit peu différentes dans la version finale. Et si vous cherchez par exemple une formation en durabilité, bon, je tape sustainability par exemple, et voilà, vous pouvez aussi faire une recherche par mots-clés. Bon, pour les cours, ça fonctionne exactement de la même manière, donc vous pouvez facilement trouver vos cours. Et assez rapidement, voilà l'index des professeurs que vous pouvez aussi filtrer par université, par thématique et puis prochainement aussi par faculté. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui, je pense, sera très, très, très utile. Donc, je vous invite vraiment à aller voir par vous-même et naviguer un petit peu sur le site. Alors, peut-être juste quelques conclusions et quelques perspectives, surtout des prochaines étapes. Que retenir de cette présentation? Et, bon, tout d'abord, je crois qu'on peut sans trop se mouiller dire que l'offre de formation est sans doute insuffisante hein, au regard de l'urgence climatique et environnementale. Aussi, nous plaidons pour que ces enjeux soient vraiment enseignés dans chaque formation. Ça, c'est un point important, selon les spécificités qui lui sont propres. Et on plaide aussi pour que le secteur de l'enseignement supérieur et des universités, pour commencer, vraiment commence au plus tôt la transition de ces contenus. Dans le rapport, on élaborera un petit peu plus quelques propositions concrètes que l'on met sur la table. Pour ce qui concerne notre projet Education for Climate, nos prochaines étapes sont la mise en ligne de la version finale du site Internet, la rédaction du rapport qui contiendra nos analyses détaillées ainsi que nos recommandations. Et puis, courant 2022, nous élargirons le site aux écoles. Alors, pour terminer, je voudrais rendre hommage évidemment à la formidable équipe projet hein, qui a travaillé là-dessus. On est des bénévoles. En plus, comme tout le monde, on a subi aussi la crise du Covid, donc ça a évidemment compliqué aussi le développement du projet. Je vous présente ici le noyau dur, on va dire, mais en plus de toutes ces personnes, on a eu beaucoup d'autres bénévoles qui nous ont aidés. On a aussi des académiques qui ont consacré leur temps à nous donner des idées, à nous faire des retours, donc ils en sont vraiment remerciés. Merci à vous pour votre attention. Merci encore Triodos pour nous donner l'opportunité de partager ce projet. Je vous invite à tous, donc, dès le début octobre, à venir visiter notre site et à en parler autour de vous. Et enfin, si vous souhaitez entrer en contact avec nous, vous pouvez le faire via l'adresse email qui s'affiche sur cet écran. Voilà, merci à vous.
Merci beaucoup François et Quentin pour votre présentation, effectivement très intéressante et très innovante aussi. Euh, sur le chat, l'une ou l'autre question, notamment concernant la mise à jour du site. Est-ce que vous savez un peu nous dire ce que vous avez prévu, comment ça se passerait? Oui, alors d'un point de vue technique, c'est tout à fait automatisé. Donc, on peut, techniquement, on peut faire la mise à jour complète, on peut refaire l'inventaire de 50 000 cours en quelques heures. Maintenant, en pratique, les programmes n'évoluent rarement, je pense, en cours d'année. Donc, nous avons donc fait tourner l'algorithme récemment sur le programme qui est déjà mis en ligne pour l'année académique en cours. On n'a pas eu de retour comme quoi ce serait pertinent de faire des mises à jour tous les 2 ou 3 mois, parce qu'encore une fois, les contenus des programmes, il est en général fixé pour toute l'année académique. Mais si on devait le faire, ce ne serait pas un problème. Ok, parfait. Merci pour ces précisions. Il y avait aussi une autre question, peut-être un peu pour comprendre ce que l'algorithme contient, si j'ai bien compris la question, Oui. et est-ce que ça concerne vraiment uniquement les cours ou est-ce que c'est un peu plus large aussi et que ça prend en compte la politique générale de l'université en tant que telle et aussi les démarches qu'elle fait, par exemple, vis-à-vis de ses étudiants pour les Oui. inciter dans leur temps libre, dans leur alimentation et des choses comme ça, à aussi faire Ouais. attention à ces enjeux. Alors, c'est une excellente question. Alors, je répondrai, en fait, on couvre les deux à condition de considérer le rapport et le site Internet. C'est-à-dire que le site Internet, et c'est sa limite, évidemment, mais il faut comprendre qu'on peut, pour analyser 50 000 cours, on est obligé d'avoir un outil automatisé. Donc, le site Internet, donc l'algorithme, il analyse le contenu du titre et du résumé du cours. Si le titre ou le résumé du cours n'est pas à jour, ou s'il ne correspond pas bien à la description du cours, évidemment, on risque de louper un cours ou parfois aussi d'avoir un cours qui est là, qui n'a rien à y faire. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Donc c'est la limite, mais c'est aussi la puissance de l'outil. Ça permet d'embrasser en une seule fois 50 000 cours, ce qui est considérable. Par rapport au rapport, on va couvrir dans notre rapport effectivement tout cet aspect des initiatives des universités, aussi la gestion des campus, parce qu'en fait, il est évident que ça n'a juste aucun sens d'avoir, par exemple, plein de cours sur la durabilité si les étudiants au quotidien dans leur campus se retrouvent dans des campus qui ne sont pas durables, par exemple, ou si la gestion est en complète contradiction avec les enseignements. Donc, c'est tout ce qu'on appelle le subliminal education. Donc, c'est tout ce qu'on apprend de manière subliminale, simplement en étant dans un campus et puis dans la vie en général. Donc, oui, ces initiatives-là, on est en train de travailler pour les inclure aussi dans le rapport. Et on doit dire qu'en fait, peut-être que l'analyse un peu froide et chiffrée qu'on a fait ne rend pas tout à fait compte d'une vraie tendance au changement que l'on observe avec nos interlocuteurs. C'est vrai que ça a l'air un peu sévère, 3% des cours, 1% seulement de cours dédiés, mais en fait, on se rend compte que les universités travaillent énormément et donc dans le rapport, on va vraiment pouvoir approfondir beaucoup plus les plans de transition qui sont déjà en cours dans les universités, mais il est évident que même si ces initiatives sont extraordinaires, elles doivent complètement passer à l'échelle supérieure, comme d'ailleurs partout dans le reste de la société civile et économique. Peut-être François, si je peux rajouter quelques éléments ou un élément et aussi reprenant un petit peu pour ajouter sur la précédente question. Le but de notre projet aujourd'hui, c'est vraiment de commencer un débat de fond dans la société en Belgique sur comment est-ce que le contenu des formations en université doit transitionner. On doit tous réaliser une transition, notre société doit changer et nous, on pense que l'éducation, c'est un levier hyper important pour faire ça. Et donc, réaliser ça, à terme, notre projet qui est aujourd'hui ici sur l'année 2021-2022, on aimerait l'envisager ou le concevoir un peu comme un projet long terme d'observatoire de la transition du monde éducatif, du monde universitaire et hautes écoles en Belgique. Et je pense que ça, c'est quand même quelque chose d'important de pointer sur un petit peu la vue stratégique de qu'est-ce qu'un projet comme ça pourrait apporter dans le débat de la transition en Belgique. Et on invite tous les participants ou les contacts des participants, les gens que vous connaissez qui sont dans ce domaine, qui sont dans le domaine universitaire, de prendre part un peu à ce débat, de dire, bah voilà, moi je pense qu'il faudrait vraiment qu'on avance sur la transition des contenus
bien évidemment, pour revenir sur la deuxième question, sans oublier aussi la transition, qu'elle soit personnelle des étudiants ou des professeurs, mais aussi des campus en eux-mêmes. Mais là, on a vraiment pris le focus formation qui nous paraissait intéressant, puisque on pense que c'est un peu celui qui est un petit peu en retard, entre guillemets. Oui, parfait. Merci François et Quentin pour vos éclairages. Encore une autre question, en fait, qui permet d'élargir aussi le sujet probablement. Et bon, il faut bien commencer quelque part, mais de savoir si vous envisagez aussi d'étendre votre analyse à l'enseignement secondaire et puis même primaire. Qu'est-ce que vous Oui, pensez de ça? c'était une question qu'on nous a déjà posée plusieurs fois. Bon, euh, techniquement, ici, pour l'instant, l'algorithme, il fonctionne, il tient pas, il tire avantage du fait que les cours sont décrits et disponibles sur Internet, ce qui est évidemment pas le cas pour l'enseignement secondaire. Donc là, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué parce que les cours ne sont pas structurés de la même façon, peut-être pas définis de manière aussi précise. Je crois aussi que bon, c'est évidemment hyper important la formation dès le plus jeune âge, c'est une évidence. Nous, on ambitionne quand même de se focaliser plus sur l'aspect professionnalisant de cette formation, parce que je crois qu'il est évident qu'il y a un aspect prise de conscience qui est très important dans l'éducation à ces enjeux, mais la prise de conscience seule des enjeux ne permettra pas de faire la transition, parce que derrière la transition, on parle de métier, on parle de secteur économique, ça demande des compétences vraiment de niveau professionnel en lien direct avec la transition. Et c'est vrai que c'est peut-être plutôt ça notre point d'attention pour le moment. Et c'est vraiment là-dessus, comme disait Quentin, qu'on souhaite porter le débat. Dans notre rapport, on ambitionne de pouvoir identifier quels sont les secteurs qui sont les secteurs industriels, j'entends, qui sont en première ligne avec la transition, ceux qu'on peut déjà identifier dans le plan énergie-climat belge, par exemple, et de voir quelles sont les formations qui mènent à ces secteurs, et vraiment donc avoir cette approche très orientée profession, secteur professionnel. Voilà. D'accord, parfait. Merci pour cette réponse. On approche la fin de notre session. Peut-être quand même encore signaler que j'ai bien vu qu'il y avait quelqu'un qui avait aussi posté un message comme quoi il avait une proposition à faire, mais donc vous avez donné vos coordonnées, mail, etc. Et Tout à fait, donc, oui. Peut-être les donc remettre d'ailleurs j'invite. sur l'écran, François, s'ils n'ont pas été notés par les participants une dernière fois. Oui, techniquement, je ne sais pas si Voilà. c'est possible, mais sinon, c'est très bien. Voilà, oui, ça devrait arriver, je pense. Donc, parfait. Donc, ça j'invite. Voilà, c'était Monsieur Stéphane Laguesse qui a mis un message qu'il avait une proposition à envoyer. Et Très alors, bien, il y avec avait plaisir. Oui. encore. Oui, je n'en doute pas. Et il y avait encore aussi une dernière question. Si vous savez s'il y a quelque chose de prévu de similaire pour la France, est-ce qu'il y a des shifters français qui ont prévu de faire la même chose que vous? Alors, c'est-à-dire que donc, on a eu la chance d'avoir un partenaire international qui est la SDSN. Notre projet a été sélectionné pour une présentation d'ailleurs à un congrès co-organisé par la SDSN dans une dizaine de jours. Notre algorithme, donc, il est en open source. Il a été vraiment codé et écrit pour être le plus clair possible et le plus facilement transférable à toute organisation qui souhaiterait faire la même chose. Donc, il a été fait de telle manière qu'on estime qu'il faut sans doute aller 4-5 heures de travail pour adapter. Pour chaque université, comme chaque site est différent et structuré différemment, il faut un tout petit peu de travail, de codage, mais on estime à 4-5 heures par université à partir du moment où on reçoit l'algorithme tel qu'il est maintenant. Donc, c'était pour nous un souci vraiment important et on a déjà été contacté par des personnes notamment en Australie ou en Grèce qui seraient donc intéressés de suivre cette approche. Donc oui, évidemment, on serait absolument ravis que cet outil puisse être utilisé et puis par d'autres Super, organisations en France ou ailleurs. Oui. Et pour la super, France, génial. et Oui, pour la France, juste pour répondre pour la France, il y a déjà une analyse qui a été faite donc en 2019 à la publication du rapport du Shift Project. Aujourd'hui, la France travaille principalement maintenant à accompagner certaines universités et écoles
pour faire la transition réellement du contenu des cours. Donc là, ils sont plus déjà dans une démarche de comment est-ce qu'on réalise plutôt que comment est-ce qu'on cartographie. Et c'est vraiment là où nous, on aimerait amener la Belgique, c'est commencer à faire des projets pilotes de transition des contenus des cours avec certaines universités. Eh ben, tout ça est très bien et montre beaucoup d'espoir et encore d'amélioration possible. Et voilà, ben, on arrive au bout de notre session. Donc, je vous remercie évidemment vivement pour ces échanges très inspirants. J'invite les participants à rejoindre la session suivante et je vous remercie tous et vous souhaite un bon week-end. Merci Isabelle. Merci beaucoup. Merci à tous les Merci. participants. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Merci.